Deuxième type de classification des demandes, non plus suivant le stade de l'instance, mais suivant l'importance que présente la demande dans l'argumentation de celui qui l'émet. On distingue à ce titre la demande principale, les demandes subsidiaires et les demandes accessoires ou annexes. La demande principale, c'est celle qui exprime la prétention la plus importante du demandeur, celle qui a la raison d'être du contentieux de l'instance. Les demandes subsidiaires, ce sont des demandes qui sont présentées pour le cas où la demande principale ne serait pas accueillie. Exemple, on demande la nullité d'un contrat, à défaut d'obtenir, on demande à obtenir une réduction du prix que l'on doit au titre de ce contrat. Quant aux demandes accessoires ou demandes annexes, ce sont des demandes qui se surajoutent à la demande principale. Des demandes qui sont plus secondaires, par exemple la condamnation de l'adversaire aux dépens, par exemple l'obtention de l'exécution provisoire. L'intérêt de cette distinction tient à la hiérarchie qui les différencie. Cette hiérarchie, en effet, s'impose au juge. Par exemple, avant d'examiner les demandes subsidiaires, le juge a l'obligation de se prononcer sur les demandes principales. Et s'il accueille la demande principale, il n'a plus à se prononcer sur les demandes subsidiaires. S'agissant des demandes accessoires ou annexes, eh bien, elles seront également dans la dépendance de la demande principale. Si la demande principale est accueillie, le juge pourra ou non faire droit aux demandes accessoires. La Cour de cassation a précisé que cette hiérarchie s'imposait au juge. Elle l'a fait dans un arrêt d'assemblée plénière du 29 mai 2009, numéro 07 20 913. Alors il est vrai que cet arrêt intéressait l'articulation, la hiérarchie des moyens de défense, mais il s'impose aussi pour les demandes. Quoi qu'il en soit, il ne reste qu'une classification à signaler très rapidement, c'est la classification des demandes suivant leur objet. En étudiant le droit d'action, nous avons vu qu'il existe dans les codes, chez les auteurs, une classification des actions en justice suivant leurs objets. Et c'est ainsi qu'on distingue les actions qui sont immobilières, les actions mobilières, les actions réelles, les actions personnelles, hier les actions pétitoires et les actions possessoires. Nous avons dit que cette classification des actions suivant leur objet est déplacée, parce que l'action a un objet qui est un objet invariable. C'est obtenir du juge qu'il se prononce sur le bien fondé de prétention. Et nous avons dit à cette occasion que la classification était sans doute pertinente, mais appliquée aux demandes. Et effectivement, les demandes méritent d'être soigneusement distinguées suivant leur objet, mobilier, immobilier. Demande de reconnaissance de créance, demande personnelle, ou demande de sanction d'un droit réel. Tout cela commande la prescription applicable, tout cela commande également les règles de la compétence. Ceci étant dit, après cette typologie des demandes, examinons rapidement les conditions de validité qui s'attachent à ces demandes. Grand B, les conditions de validité de la demande. La demande est un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit. Et comme telle, la demande en justice est soumise évidemment à des conditions de validité. Conditions de validité qui pour certaines sont des conditions de fond et pour d'autres sont des conditions de forme. Parmi ces différentes conditions, certaines sont générales, elles s'appliquent à tous les actes de procédure indifféremment. D'autres sont plus spécifiques. Alors je ne m'étendrai pas à ce stade sur les conditions générales, on les retrouvera en étudiant la nullité au titre des exceptions de procédure. Signalons simplement les conditions spéciales à la demande en justice. Effectivement, certaines conditions de forme sont spécifiques aux demandes. Ainsi, l'article 56 du Code de procédure civile dispose l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d'huissier de justice, on renvoie ici à l'article 648 du Code de procédure civile, les mentions suivantes. L'indication tout d'abord de la juridiction devant laquelle la demande est portée. L'objet également de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
on dit que la demande doit qualifier juridiquement les faits. Elle doit contenir en outre les modalités de la comparution. Est-ce que le plaideur peut comparaître personnellement? Est-ce qu'il doit être représenté par avocat? Et l'indication que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. S'il s'agit d'une demande réelle immobilière, si cette demande est susceptible d'anéantir un droit soumis à publicité foncière, eh bien il faudra aussi que la demande en justice contienne les mentions nécessaires à sa publication au registre immobilier. Indication encore des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Pièces qui sont énumérées dans un bordereau qui est annexé, on y reviendra, à la demande. Enfin, et de manière plus nouvelle, sauf justification d'un motif légitime qui peut tenir à l'urgence ou la matière considérée, en particulier parce qu'elle intéresse l'ordre public, eh bien la demande doit comporter mention des diligences qui ont été entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige. Remarquons que l'obligation de qualifier les prétentions et de joindre un récapitulatif des pièces eh bien, sont l'apport d'un décret du 28 décembre 1998, décret dont le but a été de garantir un meilleur respect du principe du contradictoire et peut-être aussi, plus prosaïquement, de simplifier la tâche des magistrats. C'est une évolution extrêmement importante de la pratique qui est incontestablement un gage de meilleure discipline, un gage de plus grande clarté des écritures des avocats. Quant à l'obligation d'indiquer les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, eh bien, est issue d'un décret du 11 mars 2015 que nous avons déjà rencontré et dont nous avons pu dire qu'il ouvre la voie peut-être à l'avenir à l'introduction ou la résurrection en droit français d'un préliminaire obligatoire de négociation sous une forme renouvelée. Dernier point envisagé, grand C, les effets de la demande. L'effet principal de la demande est d'établir et de délimiter le lien d'instance à l'égard du juge et à l'égard des parties. À l'égard du juge, tout d'abord, la demande va créer une obligation de juger, sous peine de déni de justice. Plus précisément, le juge saisi des demandes respectives des parties doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. C'est l'interdiction bien connue de statuer ultra ou infra petita. Obligation que sanctionne l'article 5 du Code de procédure civile, qui est elle-même l'expression, plus largement, du principe dispositif. À l'égard des parties maintenant, eh bien la demande en justice donne corrélativement naissance à un faisceau de droits et d'obligations dans le cadre du lien d'instance créé. Encore faut-il toutefois préciser que si la demande en justice est la condition nécessaire de la création du lien d'instance, la demande en justice, entendons par là la demande initiale, à elle seule, n'est pas une condition suffisante pour créer pleinement, entièrement, ce lien d'instance ou pour assurer qu'il soit lié entre toutes les parties. On a dit en effet que la forme ordinaire d'introduction de l'instance, c'est l'assignation, devant le tribunal de grande instance en particulier. Or, l'assignation, à elle seule, ne va pas saisir le juge, ne va pas saisir la justice, le tribunal. L'assignation, c'est un acte, avons-nous dit, d'huissier de justice par lequel l'adversaire est cité à comparaître devant le juge. Concrètement, les choses se déroulent donc en deux temps. Il y a d'abord l'assignation proprement dite qui va être adressée à la partie adverse, et dans un second temps seulement, cette assignation va être déposée au tribunal. Concrètement, elle va être placée. Ce placement, c'est une formalité supplémentaire nécessaire à la constitution du lien d'instance qui consiste pour l'une ou l'autre des parties, normalement le demandeur, eh bien, à déposer l'assignation au secrétariat greffe. Et cette assignation déposée, eh bien, la demande en justice, la cause
litigieuse sera enregistrée par le greffe sur le registre des affaires qui sont à juger, ce qu'on appelle le rôle de la juridiction. Or, suivant la Cour de cassation, l'instance n'est liée, la juridiction n'est saisie que par l'accomplissement de cette seconde formalité, par l'accomplissement du placement de l'assignation. Et c'est donc à ce jour, au jour du placement, qu'il faut se situer pour apprécier si la juridiction a été saisie lorsque les textes imposent des délais de rigueur pour saisir précisément la juridiction. Il ne reste pas moins qu'une assignation non encore placée produit des effets de droit majeurs, et notamment la Cour de cassation lui attache l'effet interruptif de prescription. C'est la signification à l'adversaire de l'assignation qui va produire l'effet interruptif de prescription. Simplement, cet effet interruptif de prescription est fragile. Lorsque l'assignation doit être placée dans un délai sanctionné par la caducité, ce qui est de plus en plus fréquent et pratiquement systématique. Par exemple, devant le tribunal de grande instance, l'assignation doit être placée dans un délai de 4 mois, article 757 du Code de procédure civile. Et bien lorsqu'il en est ainsi, si le placement n'intervient pas dans le délai imposé, l'assignation est caduque, et qui dit caducité dit anéantissement rétroactif de l'acte juridique. L'assignation, dans notre cas, va être anéantie rétroactivement. Et puisqu'elle est anéantie rétroactivement, elle perdra le bénéfice de son effet interruptif de prescription. C'est ce qui a été décidé par la Cour de cassation en assemblée plénière le 3 avril 1987. Et c'est pourquoi il ne faut jamais se contenter d'assigner l'adversaire sans placer rapidement l'assignation. Il est vrai que la solution ne trouve pas de relais dans les textes issus de la réforme du 17 juin 2008 relative à la prescription. On s'accorde généralement à considérer que cette solution subsiste. Et effectivement, logique, il n'y a aucune espèce de raison d'en décider autrement. Cela étant dit, une fois l'instance introduite, elle n'est pas encore définitivement liée à l'égard de l'adversaire, parce qu'elle a été formée, on l'a dit, unilatéralement par le demandeur dans le cas de l'assignation. Elle ne sera valablement liée, nouée à l'égard du défendeur que lorsque celui-ci aura notifié au demandeur ses propres conclusions, lorsqu'il aura répondu par un premier jeu de conclusions aux prétentions du demandeur. En somme, il aura par ses conclusions accepté le lien d'instance. Et dès lors, il aura exercé son propre droit d'action, et puisqu'il aura ainsi exercé son propre droit d'action, il aura droit à ce que le juge tranche le fond du litige, dise les prétentions de l'adversaire et les siennes, le cas échéant, bien ou mal fondées. Et la conséquence, la traduction procédurale, c'est que le demandeur, qui jusque-là pouvait se désister unilatéralement de l'instance, ne le pourra plus. Le désistement ne pourra plus être que conventionnel. Article 395 du Code de procédure civile. Enfin, pour finir, signalons qu'outre cet effet principal, la création du lien d'instance entre le juge et les parties, eh bien la demande produit encore des effets secondaires. Ainsi qu'on vient de le voir, elle interrompt la prescription en vertu de l'article 2241 du Code civil. Et cet effet interruptif joue même si la demande est formée devant un juge incompétent. Article 2241, alinéa 2 du Code civil. En revanche, l'interruption ne joue pas, ou bien est perdue en cas de caducité de la demande, en cas d'irrecevabilité de la demande ou de rejet de la demande, en cas de péremption de l'instance, en cas de désistement. Mais on le sait aujourd'hui, avec la réforme de la prescription, en cas de nullité, elle conservera le bénéfice de cet effet interruptif. Également, la demande, lorsqu'elle porte condamnation ou invitation à condamner l'adversaire à payer une certaine somme d'argent, vaudra mise en demeure et elle fera courir contre l'adversaire les intérêts moratoires. On dit aussi que s'y attache un effet novatoire. On veut dire par là que lorsqu'une action personnelle, une action attitrée, qui ne pouvait être exercée que par son titulaire, a été exercée, elle se transmettra à cause de mort à ses héritiers. Si elle n'avait pas été, elle serait intransmissible. Le simple fait que la demande ait été formée permettra aux héritiers de recueillir le bénéfice de cette demande dans leur patrimoine et de continuer l'action en justice.